Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez les notifications pour ne manquer aucune histoire et rejoignez notre communauté de lecteurs et d'explorateurs de mystères. D'où regardez-vous? Dites-nous votre ville ou votre pays en commentaire. Nous adorons savoir d'où notre public suit chaque aventure. Votre participation rend chaque histoire encore plus spéciale et crée des liens entre des personnes du monde entier qui partagent la même passion pour le suspense et l'action. L'hôtel particulier se dressait, imposant, sur les bords de la Seine, ses hautes fenêtres reflétant le pâle clair de lune. Il y avait quelque chose de sinistre dans sa grandeur, une opulence qui semblait un piège pour les curieux et les ambitieux. Madame Delacroix, la propriétaire, était une femme énigmatique, toujours vêtue de noir, dont personne n'osait évoquer le passé. Les domestiques parlaient d'elle avec un respect mêlé de crainte. Les voisins s'interrogeaient sur les raisons pour lesquelles une femme si fortunée vivait recluse, conservant l'hôtel particulier comme un monument à d'anciens secrets. Le protagoniste, Antoine Moreau, était un jeune avocat ambitieux, fraîchement débarqué de Lyon, attiré par les rumeurs d'un héritage inexploité, susceptible de bouleverser sa vie. Au départ, son intérêt semblait purement professionnel, mais une curiosité malsaine s'éveilla à mesure qu'il découvrait des détails troublants sur la famille Delacroix. De vieux rapports, des lettres brûlées et des archives incomplètes laissaient entrevoir une histoire d'intrigue, de disparition et de rivalité sanglante, mais rien n'avait été consigné officiellement. Chaque indice soulevait plus de questions que de réponses, et Antoine sentait la tension monter en lui. Pendant ce temps, Henri Beaufort, cousin éloigné de Madame Delacroix, attendait dans l'ombre. Son ambition égalait celle d'Antoine, mais était alimentée par de vieilles rancœurs et une profonde amertume. Henri connaissait le passé macabre de la famille et manipulait les événements en silence pour qu'Antoine ne découvre jamais toute la vérité. Le contraste entre Antoine, prudent et curieux, et Henri, calculateur et impitoyable, créait un jeu d'ombre qui imprégnait chaque recoin du manoir. La première visite d'Antoine dans la propriété fut marquée par de subtils signes indiquant que tout n'était pas à sa place. Des portes grinçaient toutes seules, l'écho de ses pas ne correspondait pas à sa présence, et de vieux portraits semblaient le dévisager d'un œil accusateur. Il se demanda si ce n'était qu'une illusion ou si le manoir possédait une conscience propre, protégeant des secrets que nul ne devait connaître. L'atmosphère pesante de la bibliothèque, l'odeur des vieux livres mêlée à la légère fumée des bougies, laissèrent présager que chaque recoin recelait une histoire capable d'ébranler sa réalité telle qu'il la connaissait. Parallèlement, Antoine découvrit les premiers indices d'une fortune cachée, des coffres-forts verrouillés, des clés perdues et des documents cryptés. Mais à chaque avancée, des obstacles inattendus surgissaient. Un incendie mystérieux dans un entrepôt, des lettres déchirées qui semblaient se reconstituer d'elles-mêmes et des signes indiquant que quelqu'un l'épiait. Tout laissait présager que l'héritage n'était pas seulement financier, mais recelait des implications bien plus sombres et dangereuses. Le mystère central se dévoila peu à peu. Le manoir n'était pas seulement un havre de richesse, mais un lieu où le passé refusait de rester enfoui. L'atmosphère, imprégnée d'escaliers grinçants, de couloirs interminables et de pièces dont la disposition semblait se déplacer, contribuait à une tension constante. Le sentiment que l'architecture elle-même conspirait contre lui amena Antoine à se demander si l'héritage valait le prix de sa santé mentale. Tandis qu'il traversait le jardin nocturne, éclairé seulement par le reflet de la pleine lune sur la Seine, Antoine aperçut Henri qui l'observait du haut d'une des tours de l'hôtel particulier, silencieux et menaçant. Une tension palpable régnait. Chaque geste avait des conséquences, chaque décision pouvait déclencher des événements imprévisibles. La lutte pour le secret de la fortune ne faisait que commencer, et la frontière entre ambition et obsession devenait dangereusement ténue. Au fond de lui, une question demeurait. Que cachait réellement Madame Delacroix? Le passé de la famille recelait-il un secret si macabre qu'il expliquait l'isolement et la peur?
Antoine sentait que chaque pas le rapprochait d'une vérité potentiellement plus terrifiante que n'importe quel héritage. Le décor était planté, le conflit installé, la tension à son comble. Tout semblait converger vers un dénouement surprenant où rien ne serait ce qu'il paraissait. La ville de Paris, pourtant vibrante et pleine de vie, semblait ralentir aux abords de l'hôtel particulier sur les bords de Seine. Les cafés et les librairies alentours étaient peu fréquentés, et dès que le nom de Delacroix était évoqué, les voix baissaient et les regards se détournaient. L'hôtel particulier fonctionnait comme un microcosme isolé, où les lois du monde extérieur n'étaient qu'un décor. L'architecture gothique, avec ses hautes tours, ses fenêtres cintrées et ses couloirs labyrinthiques, reflétait non seulement la richesse de la famille, mais symbolisait aussi une histoire marquée par les secrets et les zones d'ombre. Antoine entreprit d'explorer plus minutieusement les pièces du manoir, découvrant des détails qui révélaient non seulement la richesse, mais aussi la personnalité et les obsessions de la famille. De vieux portraits montraient des ancêtres, aux expressions figées et aux regards perçants, tandis que des meubles soigneusement choisis arboraient des symboles et des motifs qu'Antoine ne parvenait pas encore à déchiffrer. Chaque objet semblait chargé de sa propre histoire. Lettres, bijoux et vieux journaux intimes, éparpillés ou rangés, offraient des indices sur des vies faites d'intrigues, de pouvoir et de trahison. Henri Beaufort, pour sa part, n'était pas seulement un antagoniste froid et ambitieux, mais un homme rongé par le ressentiment. Fils d'une branche des Delacroix déchus, il nourrissait un mélange d'envie et de soif de reconnaissance. Sa présence constante dans l'ombre du manoir instaurait une tension psychologique palpable. Chaque geste était calculé, chaque parole pesée, toujours dans le but de manipuler Antoine ou de révéler une vérité de manière contrôlée. Henri connaissait les secrets les plus sombres du manoir et s'en servait comme d'une arme, tendue des pièges psychologiques qui menaçaient la santé mentale d'Antoine. Le passé de Madame Delacroix commença lui aussi à se dévoiler par fragments. Bien qu'elle conservât l'apparence d'une femme distante et imposante, de vieux documents révélaient une enfance marquée par des tragédies, des pertes et des choix moralement ambigus. Le manoir était, à bien des égards, le prolongement de son esprit. Chaque couloir, chaque pièce, chaque secret dissimulé reflétait sa maîtrise de son histoire et de ceux qui s'approchaient trop près de son univers. Les personnages secondaires, tels que le majordome Étienne et la gouvernante Claudine, enrichissaient le récit. Étienne, homme à l'air sévère, dissimulait une loyauté ambiguë, tantôt protectrice, tantôt manipulatrice. Claudine, malgré son comportement apparemment docile, nourrissait de vieux souvenirs et des ressentiments liés à la famille et prodiguait souvent des informations qui ne faisaient qu'épaissir le mystère, sans jamais éclaircir pleinement les événements. Ces relations instauraient un jeu de confiance et de suspicion où Antoine devait décrypter les intentions et les motivations avant d'agir. Le contexte parisien influença également les décisions et les événements. Les traditions culturelles françaises, la vieille bureaucratie, la valeur historique de la propriété et la réputation de la famille Delacroix dans les cercles d'élite restreints créèrent des obstacles tant juridiques que sociaux. Antoine se trouva contraint de concilier ambition et prudence. Un faux pas risquait d'alerter Henri, de déstabiliser ses alliés ou de déclencher les mécanismes que Madame Delacroix avait soigneusement mis en place pour protéger son passé. L'élément macabre, présent dès le début, commença à se manifester de façon plus concrète. Des couloirs qui semblaient bouger, des traces d'anciens incendies partiellement éteints, des documents qui disparaissaient mystérieusement et des portraits tachés de sang séché. Chaque détail renforçait l'impression que le manoir était vivant, ou du moins truffé de pièges et de secrets prêts à punir les curieux. Au terme de cette exploration, Antoine était devenu bien plus qu'un simple visiteur. Il commençait à comprendre que son rôle n'était pas seulement de découvrir la fortune, mais de survivre au labyrinthe des ambitions, des secrets et des manipulations.
L'univers du manoir, avec son atmosphère oppressante et ses personnages complexes, préparait le terrain pour les conflits qui allaient s'intensifier, rendant chaque interaction plus dangereuse et chaque décision cruciale. À mesure qu'Antoine s'enfonçait dans les secrets du manoir, le conflit principal s'intensifiait. Il découvrit, dissimulé parmi de vieux livres, le journal intime d'un ancêtre de Madame de la Croix, qui détaillait des transactions suspectes, des querelles familiales et même des crimes non résolus. Chaque page révélait un nouveau mystère, mais attisait aussi les tensions avec Henri, dont les manœuvres devenaient de plus en plus audacieuses. Antoine comprit qu'il ne se battait pas seulement pour un héritage, mais qu'il naviguait dans un labyrinthe où chaque pas pouvait lui être fatal. Henri commença à s'immiscer directement, semant de fausses informations et créant des situations qui mettaient à l'épreuve la perception et la patience d'Antoine. Un soir, Antoine découvrit la bibliothèque saccagée, des livres déplacés et des notes en latin éparpillées sur la table, manifestement à son intention. C'était une provocation, une façon de lui signifier qu'Henri avait toujours une longueur d'avance, observant le moindre de ses faits et gestes. Antoine commença à ressentir le poids de cette surveillance constante, réalisant que sa santé mentale et sa confiance étaient mises à rude épreuve. Le conflit s'étendait également aux personnages secondaires. Étienne, le majordome, commença à manifester une double loyauté, fournissant des informations cruciales à Antoine, mais laissant aussi des indices qui favorisaient Henri. Claudine, la gouvernante, se révéla plus complexe. Ses actions apparemment anodines, comme ranger des documents ou préparer les chambres, dissimulaient des intentions cachées. Antoine devait démêler le vrai du faux, distinguer les alliés de ceux qui agissaient par intérêt personnel, alors que le temps pressait. Les obstacles devinrent à la fois physiques et psychologiques. Des passages secrets furent découverts. Certains menaient à des pièces verrouillées, d'autres à des réserves où documents et objets anciens recelaient des indices cruciaux. Mais chaque avancée comportait des dangers, des planchers qui s'effondraient partiellement, des portes qui se verrouillaient d'elles-mêmes et des signes indiquant qu'on l'observait. Le manoir n'était pas qu'un décor, il participait activement au conflit, contribuant à la tension et mettant à l'épreuve le courage d'Antoine. Entre-temps, Antoine découvrit l'existence d'un ancien pacte familial, impliquant des secrets financiers et des crimes dissimulés. Cette révélation indiquait que la fortune de Madame de la Croix ne provenait pas uniquement d'un héritage légitime, mais aussi d'actes douteux commis sur plusieurs générations. Cette connaissance accrut le risque. Henri pouvait exploiter le moindre faux pas d'Antoine pour le discréditer, l'évincer, voire le frapper. La lutte pour la vérité et le contrôle de la fortune devint ainsi un combat d'intelligence, de courage et de ténacité. Les relations interpersonnelles se tendirent de plus en plus. Antoine, d'abord sûr de lui, commença à prendre conscience des failles de son jugement. De petites erreurs, comme croire aux informations semées par Henri ou sous-estimer la connaissance qu'Étienne avait des passages secrets, le mettaient constamment en danger. Chaque scène ajoutait une nouvelle dimension à la complexité de l'intrigue. Une conversation, un document découvert, une action inattendue d'Henri. Tout contribuait à accélérer le rythme et à intensifier le conflit. Le manoir, à l'atmosphère oppressante, devint un champ de bataille psychologique. Antoine commença à remarquer d'étranges phénomènes. Des bruits nocturnes, des portes qui semblaient se déplacer, des traces d'anciens incendies encore visibles. Chaque détail laissait penser que l'histoire macabre de la famille Delacroix n'était pas enfouie, mais bien présente, prête à se manifester à quiconque oserait enquêter. La frontière entre réalité et illusion s'estompait, faisant monter la tension et préparant le terrain à une escalade du conflit. La rivalité grandissante avec Henri atteignit un point critique lorsqu'Antoine découvrit une lettre révélant qu'Henri avait planifié une confrontation directe, manipulant les événements pour l'isoler dans le manoir. Il était clair qu'Henri convoitait non seulement la fortune, mais aussi la maîtrise du récit et était prêt à tout pour y parvenir.
Antoine, de son côté, devait choisir entre la fuite et l'affrontement des risques, sachant que le moindre faux pas pouvait signifier la défaite, voire un sort bien plus funeste. Le conflit central se cristallisait. La lutte entre Antoine et Henri dépassait le simple différend successoral. C'était une épreuve d'intelligence, de force mentale et de courage face à des forces qui transcendaient le monde physique. Chaque découverte, chaque manipulation, chaque réaction émotionnelle attisait la tension, préparant le terrain pour des intrigues secondaires plus complexes, mêlant secrets ancestraux, loyauté douteuse et dangers menaçant non seulement la fortune, mais la vie même d'Antoine. Au fil de son enquête sur la fortune et les secrets du manoir de la Croix, plusieurs intrigues secondaires se sont tissées, s'entremêlant de façon inattendue au conflit principal. Chaque personnage a révélé de nouvelles facettes de sa personnalité et de ses intentions, complexifiant le récit et intensifiant la tension. L'une des intrigues secondaires principales concernait Étienne, le majordome. Bien que sa loyauté ait été ambiguë, Antoine commença à comprendre qu'Étienne détenait des informations cruciales sur une pièce secrète, fermée à clé depuis des décennies et connue de tous sauf de la famille. Cette révélation indiquait qu'Étienne cachait lui aussi des secrets. Il avait des raisons personnelles de protéger certains aspects de l'histoire, notamment des documents susceptibles de compromettre ou de sauver des membres de la famille. La relation entre Antoine et Étienne devint un jeu de confiance et de suspicion, où chaque décision exigeait une analyse méticuleuse et des risques calculés. Claudine, la gouvernante, révéla une autre intrigue secondaire, son lien de longue date avec une ancienne employée du manoir, mystérieusement disparue et peut-être victime d'un des sombres complots de la famille de la Croix. Claudine commença à fournir à Antoine des informations fragmentaires, mais pas toujours complètes, le plongeant dans le dilemme de savoir quoi croire et quand agir. Ce fil narratif ajouta une dimension émotionnelle à l'intrigue, montrant comment le passé du manoir continuait d'influencer la vie de ceux qui l'entouraient, sans jamais dévoiler toute la vérité. Pendant ce temps, Henri ourdissait ses propres intrigues. Non seulement il manipulait Antoine, mais il avait aussi un plan pour influencer alliés et ennemis à Paris. Son réseau de contacts comprenait des avocats, des historiens et des collectionneurs d'art, tous impliqués dans des luttes de pouvoir et des intérêts financiers liés à la fortune familiale. Ces interactions extérieures élargissaient le champ du conflit, montrant que la bataille ne se limitait pas à l'hôtel particulier, mais s'étendait à toute la ville, impliquant des éléments juridiques et sociaux qui compliquaient encore davantage les efforts d'Antoine. Le manoir lui-même ajoutait une complexité supplémentaire. La découverte de passages secrets, de pièces verrouillées et de traces d'anciens incendies indiquait que le lieu était bien plus qu'une simple demeure, un véritable labyrinthe conçu pour désorienter et mettre à l'épreuve ceux qui osaient s'y aventurer. Chaque nouvelle pièce explorée révélait des objets aux significations cachées, portraits, lettres et coffres-forts, qui accentuaient la tension et le mystère. L'architecture elle-même semblait conspirer contre Antoine, faisant de chaque pas une décision stratégique qui influençait le déroulement de l'intrigue. Le passé de Madame de la Croix, subtilement mais constamment lié à ces intrigues secondaires, se révèle à travers des fragments de lettres et de journaux intimes. Ces derniers dévoilent des choix moralement discutables qui influencent le présent, tandis que des légendes familiales, évoquant rivalité et disparition, renforcent l'atmosphère macabre du récit. Chaque personnage, confronté à ces vestiges du passé, est contraint d'affronter ses propres ambitions, peurs et limites. L'histoire se mue ainsi en une mosaïque complexe d'intérêts, de secrets et de conséquences, entretenant une tension croissante. Un élément important contribuant à l'intensification de la tension narrative était le facteur temps. Antoine comprit que plus il tardait à percer les secrets du manoir, plus Henri consolidait son avantage. Cette urgence engendra des scènes où des décisions rapides étaient nécessaires et où les erreurs pouvaient s'avérer fatales.
Parallèlement, les interactions avec Étienne et Claudine exigeaient de la prudence, rendant chaque choix stratégique essentiel à la survie et au succès du protagoniste. De plus, de petits événements, comme la découverte de messages codés, de notes déchirées et d'objets disparus, ajoutaient une dimension de suspense, maintenant le lecteur attentif aux implications de chaque action. Ces intrigues secondaires enrichissaient non seulement le récit, mais contribuaient également à approfondir les personnages, démontrant que chaque action avait des conséquences tangibles et imprévisibles, et que passé et présent étaient intrinsèquement liés. Finalement, l'entrelacement des intrigues secondaires, des complexités psychologiques et des éléments macabres a créé un contexte propice au tournant imminent. Antoine n'était plus seulement un jeune avocat curieux, il était devenu un rouage d'un réseau complexe de secrets et de manipulations, où chaque décision pouvait bouleverser le cours de l'histoire de façon spectaculaire et inattendue. L'imbrication des fils narratifs secondaires a permis de maintenir la tension et l'imprévisibilité de l'intrigue principale, préparant ainsi le terrain pour des rebondissements majeurs. Le tournant survint par une nuit d'orage, alors que la Seine débordait légèrement et que le vent hurlait dans les couloirs de l'hôtel particulier. Antoine, déjà épuisé par tant d'énigmes et de manipulations, découvrit une vieille clé dans un compartiment secret de la bibliothèque. La clé était accompagnée d'un message énigmatique. La vérité n'appartient à personne, mais elle peut libérer ou condamner. Un mélange d'angoisse et de peur l'envahit, car il savait que cela pouvait être la pièce manquante du puzzle pour percer le mystère de l'histoire macabre de la famille Delacroix, ou un piège tendu par Henri. Suivant son instinct, Antoine ouvrit une porte qui, jusque-là, semblait faire partie intégrante du mur. Il découvrit une pièce parfaitement intacte, figée dans le temps, comme si personne n'y avait mis les pieds depuis des décennies. On y trouvait de vieux coffres-forts, des portraits partiellement brûlés, des meubles recouverts de draps, et, au centre, une table sur laquelle s'entassaient des documents et des lettres jaunies. Parmi eux, Antoine découvrit des comptes rendus détaillés de crimes, de litiges financiers frauduleux et de mystérieuses disparitions impliquant des membres de sa famille, voire des alliés de la ville. Le choc fut immédiat. La fortune tant convoitée n'était pas seulement le fruit d'investissements ou d'un héritage légitime, mais d'actes transgressant les limites de la morale et de la loi. Parallèlement, une révélation inattendue concernant Henri bouleversa complètement la dynamique du conflit. Antoine découvrit, dans des lettres secrètes et de vieux articles de journaux, qu'Henri n'était pas seulement un cousin ambitieux, mais qu'il avait été complice de la dissimulation de crimes familiaux pour consolider son pouvoir. Il avait manipulé informations, mensonges et même incidents mineurs pour conserver le contrôle de la fortune, mais il était désormais vulnérable. Antoine détenait des preuves susceptibles de le démasquer et de modifier l'équilibre des pouvoirs au sein du manoir. La tension monta d'un cran lorsque Henri fit son apparition, révélant avoir lui aussi découvert la pièce secrète. L'atmosphère, déjà chargée d'une tension palpable, devint électrique. Chaque geste, chaque parole était chargée d'une menace latente. La confrontation n'était plus seulement physique, mais aussi psychologique. Henri tenta d'intimider Antoine, mais la découverte de la pièce secrète et des documents lui conféra un avantage stratégique inespéré. Pour la première fois, le rapport de force bascula en faveur du protagoniste, bouleversant complètement le cours des événements. Les intrigues secondaires s'entremêlèrent de façon cruciale à ce moment précis. Étienne, le majordome, révéla qu'il avait toujours su l'existence de la pièce secrète, mais qu'il avait attendu le moment opportun pour décider à qui confier cette information. Claudine, la gouvernante, prit également position, fournissant à Antoine des indices qui soulignaient l'importance des preuves découvertes. Chaque allié et chaque traître au sein du manoir contribua à faire monter la tension à son comble, démontrant que le conflit principal n'était pas isolé, mais reposait sur de multiples niveaux d'action et de perception. Le manoir, une fois de plus, se révéla être un acteur à part entière du drame.
Des courants d'air balayaient les couloirs qui semblaient jusque-là immobiles. Des portes claquaient et les ombres se mouvaient presque consciemment. Antoine comprit que les éléments macabres de la propriété n'étaient pas de simples symboles. Ils amplifiaient la tension et poussaient les personnages à prendre des décisions cruciales, soulignant ainsi l'interdépendance entre l'environnement et le récit. À ce moment précis, Antoine prit une décision qui allait tout changer. Il choisit de confronter Henri avec des preuves irréfutables, conscient du risque élevé de représailles, mais aussi que la vérité devait éclater pour que l'intrigue atteigne son point culminant. L'action directe, le courage d'affronter l'antagoniste et la manipulation intelligente des informations obtenues transformèrent le protagoniste, le rendant plus affirmé, plus stratégique et prêt à relever les défis finaux. Ce tournant décisif révéla non seulement des secrets enfouis, mais modifia aussi la perception de tous les protagonistes. L'antagoniste, l'environnement et les alliés secondaires commencèrent à réagir de manière imprévisible. Henri, pour la première fois, se sentit vulnérable. Antoine, qui s'en remettait jusqu'alors aux découvertes fortuites, prit en main le cours des événements. Chaque scène suivante serait influencée par ces changements, préparant le terrain pour les conséquences et le dénouement. De plus, ce tournant a instauré une tension morale. Antoine a pris conscience du poids éthique immense que représentaient la fortune et les secrets de famille. Utiliser ces informations à des fins personnelles risquait de reproduire les erreurs du passé, tandis que démasquer Henri et rétablir une forme de justice exigerait courage et sacrifice. Cette ambiguïté morale a enrichi l'intrigue, révélant que le conflit était à la fois externe et interne, et reflétant le dilemme du protagoniste face au pouvoir et à la vérité. La pièce secrète et les documents découverts par Antoine révélèrent non seulement la vérité sur la fortune des Delacroix, mais déclenchèrent également une série de conséquences immédiates et imprévisibles. Henri, se sentant menacé, devint plus agressif et imprévisible. Il se mit à agir avec plus de désespoir, tendant des pièges et tentant de manipuler Étienne et Claudine pour renverser la situation. La tension au manoir atteignit un niveau insoutenable. Chaque couloir, chaque pièce se transformait en un terrain de suspicion et de stratégie où le moindre geste pouvait provoquer des réactions violentes, voire dangereuses. Antoine, de son côté, commençait à saisir toute la portée de sa découverte. La vérité ne se limitait pas à une simple question d'argent. Elle englobait des crimes, des disparitions et des secrets impliquant des générations de la famille. Révéler ces faits risquait de ruiner des réputations, de détruire des vies et de bouleverser à jamais les dynamiques de l'élite parisienne gravitant autour des Delacroix. Cette prise de conscience accrut la pression sur lui, l'obligeant à prendre des décisions rapides et stratégiques. Chaque étape exigeait prudence, intelligence et une évaluation constante des risques. Les intrigues secondaires s'intensifièrent. Étienne, qui avait jusqu'alors entretenu une ambiguïté quant à sa loyauté, décida d'agir avec plus d'assurance, aidant Antoine à déchiffrer des codes et à ouvrir de vieux coffres-forts. Claudine, confrontée à la vérité sur la disparition de son vieil ami, se sentait tiraillée entre vengeance et protection du protagoniste. Ces interactions illustraient comment les personnages secondaires, malgré leur propre motivation, contribuaient à l'avancement du conflit principal et à la complexité du récit. Henri tenta un ultime coup d'État, manipulant l'information pour mettre Antoine en position de faiblesse. Il orchestra une situation où il semblait qu'Antoine avait trahi la confiance de Madame Delacroix et révélé des secrets par imprudence. Mais le protagoniste, désormais plus sûr de lui et plus stratégique après ce tournant, parvint à anticiper les manœuvres d'Henri et à utiliser les documents secrets comme monnaie d'échange. Ce renversement de situation marqua la première victoire nette, quoique temporaire, d'Antoine et souligna la transformation de son caractère. De curieux et prudent, il devint affirmé et calculateur. Le manoir, comme toujours, réagissait aux tensions de façon presque symbolique. Des portes claquaient, les couloirs semblaient s'allonger ou se raccourcir, et les ombres se mouvaient de manière à amplifier le sentiment d'une surveillance constante. Ces éléments,
plus que décoratifs, agissaient comme des acteurs du récit, contraignant les personnages à agir et à réfléchir promptement. Antoine sentait que chaque action engendrait des conséquences non seulement immédiates, mais aussi profondes, au sein de ce microcosme à la fois familier et macabre. Parallèlement, la révélation de la vérité affecta les antagonistes eux-mêmes. Henri commença à montrer des signes de faiblesse dans son attitude arrogante, révélant peur et vulnérabilité. Ce changement ne fut pas manqué par Antoine, qui commença à exploiter non seulement les preuves matérielles, mais aussi la psychologie d'Henri pour prendre l'avantage. Le conflit ne portait donc plus seulement sur des documents ou de l'argent, mais sur la manipulation, la perception et l'habileté stratégique. Ces événements modifièrent également la perception qu'avait Madame de la Croix d'elle-même. Elle parut moins recluse, notamment grâce aux secrets révélés par Antoine. Sa présence devint plus active, presque comme une arbitre silencieuse des conséquences qui se déroulaient. Le récit acquit ainsi une dimension de tension morale. Chaque personnage était confronté non seulement à des risques physiques, mais aussi à des dilemmes éthiques liés à la loyauté, à l'ambition et à la justice. L'impact social et culturel de cette découverte devint également évident. Antoine comprit que révéler des vérités familiales pouvait provoquer des scandales publics, bouleverser les rapports de force à Paris et redéfinir l'héritage des Delacroix. Cette conscience des répercussions extérieures accentua le poids de ses décisions. Chaque action devait tenir compte non seulement de ses adversaires directs, mais aussi de la réaction d'un monde qui observait et jugeait, même de loin. Après les révélations bouleversantes et la confrontation psychologique avec Henri, Antoine comprit que le combat ne se déroulait pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de lui. Le manoir, avec ses couloirs labyrinthiques et ses secrets macabres, mit à l'épreuve non seulement son intelligence et son courage, mais exigea également une transformation personnelle. Pour aller de l'avant, il lui faudrait surmonter de vieilles peurs, des doutes et des pulsions qui l'avaient paralysé. Le véritable héritage n'était pas seulement la richesse matérielle, mais la capacité d'affronter son ambition, son éthique et son courage. Le premier défi d'Antoine fut de gérer la méfiance. Jusque-là, il n'avait accordé qu'une confiance partielle à Étienne et Claudine, mais il lui fallait désormais nouer des alliances stratégiques. Il décida de les confronter chacun à son tour, exposant leurs faiblesses et sollicitant une véritable collaboration. Cette démarche exigeait un courage émotionnel certain. Antoine dut admettre ses craintes, ses incertitudes et ses limites, tout en exposant des stratégies claires pour gérer Henri et percer les derniers mystères du manoir. Cet acte de transparence, inattendu pour ses alliés, renforça la confiance et ouvrit la voie à une collaboration plus efficace. L'étape suivante consistait à affronter Henri de front. Au lieu de réagir aux manipulations de son adversaire, Antoine commença à anticiper ses mouvements, usant d'intelligence et d'une observation minutieuse pour transformer l'avantage psychologique en action concrète. Il se mit à tendre des pièges subtils, organisant des rencontres, des documents et des indices afin qu'Henri se sente maître de la situation, alors qu'en réalité, il était manipulé. Ce changement témoigna d'une évolution stratégique, démontrant qu'Antoine ne se contentait pas de réagir, mais qu'il façonnait le conflit selon ses choix. Parallèlement, Antoine devait affronter les aspects du passé du manoir qui suscitaient chez lui peur et incertitude. Les passages secrets, jadis perçus comme dangereux, étaient désormais explorés avec prudence, mais sans hésitation. Chaque découverte lui permettait de rassembler des preuves, de percer les secrets de la famille Delacroix et d'anticiper les agissements d'Henri. Le protagoniste commençait à comprendre que le manoir, malgré son aspect macabre, offrait des opportunités d'apprentissage et d'épanouissement. Ses couloirs et ses pièces n'étaient pas de simples obstacles, mais de véritables laboratoires de stratégie, de courage et de perception. La dimension émotionnelle de l'évolution d'Antoine était également marquante. Il commença à comprendre que ses motivations initiales, l'avidité et l'ambition,
devait être contrebalancé par l'éthique et le sens des responsabilités. Chaque choix reflétait désormais non seulement son désir de réussite, mais aussi sa volonté de ne pas perpétuer les injustices ni de reproduire les erreurs de la famille Delacroix. Cette prise de conscience morale renforça sa transformation, le rendant plus mûr et plus conscient des conséquences de ses actes. Parallèlement, les échanges avec ses alliés ont favorisé son développement relationnel. Antoine a appris à décrypter les signaux, gestes et omissions subtiles d'Étienne et de Claudine, transformant des informations apparemment fragmentaires en stratégies claires. Cette capacité à interpréter les autres et à réagir à leurs messages a accru son efficacité dans la gestion du conflit, démontrant ainsi que l'évolution du protagoniste n'était pas un processus isolé, mais qu'elle reposait sur les relations humaines et ses qualités de leader. Les intrigues personnelles exigeaient elles aussi de surmonter des épreuves. Claudine devait affronter de douloureux souvenirs de disparition et de trahison familiale, et Antoine l'aidait avec patience et bienveillance. Cette interaction renforçait l'idée que surmonter les difficultés n'était pas seulement une affaire individuelle, mais aussi collective. Chaque personnage devait faire face à ses propres dilemmes pour que le conflit principal puisse se résoudre. De plus, le temps pressait. Antoine devait prendre des décisions rapides concernant la révélation des secrets et la gestion de la situation avec Henri. Sa capacité à prioriser les actions, à analyser les risques et à accepter les échecs temporaires témoignait d'une maturité cognitive et émotionnelle. Chaque étape mettait à l'épreuve sa résilience mentale, démontrant que l'évolution du protagoniste ne se résumait pas à surmonter les obstacles, mais aussi à apprendre à composer avec le chaos et l'incertitude. L'apogée de la transformation d'Antoine fut sa décision d'utiliser ses connaissances et les preuves accumulées non seulement pour se protéger, mais aussi pour instaurer une justice stratégique. Il comprit que la véritable victoire ne consistait pas à détruire Henri, mais à rétablir l'équilibre des pouvoirs, à protéger ses alliés et à révéler la vérité de manière à empêcher que les secrets de famille ne se perpétuent de façon destructrice. Ce moment marqua la métamorphose complète d'Antoine. D'un jeune avocat curieux et ambitieux, il devint un protagoniste stratégique et intègre, capable de diriger dans des situations de haute tension. Fort de sa confiance, de son intelligence et de sa perspicacité accrue, Antoine entreprit d'organiser les dernières étapes de sa confrontation avec Henri et de la révélation des secrets du manoir. Chaque mouvement était désormais méticuleusement planifié, prenant en compte non seulement les obstacles immédiats, mais aussi les réactions possibles de l'adversaire et la complexité même des lieux. L'atmosphère était pesante, le vent fouettait les fenêtres, les ombres s'étiraient dans les couloirs, et la scène, reflétant le clair de lune, semblait murmurer d'anciens secrets, comme si la ville elle-même pressentait le dénouement imminent. Antoine revisita chaque pièce importante, examinant attentivement les documents, les passages secrets et les points stratégiques du manoir. Il comprit que, pour vaincre Henri et garantir que la vérité éclate au grand jour, il lui fallait orchestrer une série d'actions où chaque personnage jouerait un rôle précis. Étienne et Claudine reçurent des instructions discrètes. Étienne contrôlerait les entrées et les sorties, empêchant Henri de s'échapper ou de créer des diversions, tandis que Claudine rassemblerait et organiserait les documents cruciaux qui prouveraient les crimes et les manipulations de la famille. De son côté, Henri restait actif, multipliant les pièges et mettant la patience d'Antoine à l'épreuve. Il répandait de fausses informations, feignait d'abandonner certaines parties du manoir et provoquait de petites crises pour jauger la réaction du protagoniste. Mais Antoine, désormais expérimenté et stratège, interprétait chaque geste avec soin. Il transformait les actions d'Henri en opportunités, anticipant ses réactions et manipulant la situation à son avantage sans se faire remarquer. La tension était à son comble. Chaque pas était crucial, et le moindre faux pas pouvait compromettre toute l'opération. La pression émotionnelle s'intensifiait avec le temps. Antoine ressentait le poids de la responsabilité.
non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui étaient impliqués. Révéler la vérité revenait à exposer des secrets susceptibles de briser des réputations, de ruiner des vies et de changer à jamais l'histoire de la famille Delacroix. Il lui fallait maîtriser ses impulsions, rationaliser ses peurs et rester pleinement concentré sur son objectif. Le dépassement de ses propres limites devint aussi crucial que la stratégie pratique. Les intrigues secondaires commencèrent à converger. Étienne et Claudine jouèrent un rôle crucial, mais révélèrent aussi leurs faiblesses. Étienne craignait que sa loyauté ne soit publiquement mise en doute, tandis que Claudine était hantée par le souvenir traumatique de disparitions passées. Antoine les guidait, leur donnant des instructions précises et veillant à ce que leurs actions s'intègrent au plan global. Chaque décision était mûrement réfléchie afin de maximiser la tension narrative sans nuire à la cohérence ni au rythme. L'atmosphère du manoir contribuait à créer suspense et urgence. Et des portes qui se fermaient toutes seules, des couloirs qui semblaient s'étendre au-delà des limites habituelles, et des portraits au regard perçant accentuaient le sentiment d'une surveillance constante. Chaque détail architectural s'inscrivait dans le plan stratégique d'Antoine. Des couloirs obstrués pour guider Henri, des pièces éclairées pour révéler des documents clés au moment opportun et des passages secrets permettant des manœuvres discrètes. Le manoir, plus qu'un simple décor, était devenu un allié silencieux dans la préparation du dénouement. Antoine utilisa également la manipulation psychologique comme une arme. Il diffusa des informations soigneusement calculées pour semer la confusion chez Henri, instaurant le doute quant à l'emplacement des documents et à l'identité d'éventuels alliés. Cette manipulation subtile visait à affaiblir Henri émotionnellement, le rendant plus vulnérable lors de l'affrontement final. Chaque interaction était mesurée, chaque dialogue planifié pour maximiser la tension sans dévoiler pleinement les intentions du protagoniste. Au fil de la nuit, Antoine comprit que le dénouement ne serait pas une simple confrontation physique ou intellectuelle, mais une convergence de forces, intelligence, courage, moralité et manipulation émotionnelle. Il se prépara à agir avec rapidité et précision, sachant qu'Henri avait lui aussi amassé des ressources et des informations. Cette préparation impliquait non seulement de planifier ses mouvements, mais aussi de contrôler le rythme, d'anticiper les réactions et de créer un climat où chaque action aurait des conséquences. Finalement, Antoine avait tout mis en place pour le moment opportun. Les alliés étaient positionnés, les documents prêts à être présentés, les passages secrets sécurisés, et Henri était psychologiquement fragile. La tension était à son comble. Chaque couloir, chaque pièce, chaque personnage secondaire jouait un rôle crucial dans le dénouement. L'histoire, jusque-là marquée par les mystères et les manipulations, allait atteindre le point culminant où secret, ambition et stratégie se rejoindraient dans une conclusion intense et surprenante. Le décor était planté pour le dénouement. L'hôtel particulier au bord de la Seine, les alliés stratégiques, Henri vulnérable et Antoine prêt à exécuter le plan qui révélerait toute la vérité. Le suspense était à son comble, laissant présager que rien ne serait prévisible et que chaque décision, chaque action, chaque réaction scellerait le destin de chacun. La nuit était sombre et silencieuse, hormis le clapotis incessant de la Seine contre ses berges et le hurlement du vent dans les couloirs de l'hôtel particulier. Antoine, avec Étienne et Claudine en position stratégique, avançait prudemment dans ces couloirs qui semblaient désormais se métamorphoser en labyrinthe de tensions et de mystères. Chaque pas était calculé, chaque ombre scrutée. L'hôtel particulier, témoin de siècles de secrets, semblait conspirer silencieusement en faveur d'Antoine, ou du moins amplifier le drame qui se déroulait. Henri apparut soudainement, bloquant l'accès à la pièce principale où étaient rassemblés les documents cruciaux. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère et de peur, conscient que l'avantage qu'il avait détenu jusqu'alors était sur le point de s'évaporer. Il tenta d'intimider Antoine par des menaces voilées, lui rappelant les conséquences de la révélation des secrets de famille. Mais Antoine, désormais transformé par une évolution personnelle et stratégique,
resta imperturbable. Avec un calme surprenant, il guida Henri à travers les couloirs, manipulant ses perceptions pour gagner du temps et de l'espace. La tension psychologique était à son comble. Antoine savait que la moindre réaction impulsive d'Henri risquait de faire capoter le plan. Fort de sa connaissance du comportement de son adversaire, il créa des situations où Henri se croyait maître de la situation, pour ensuite le piéger subtilement. Étienne, dissimulé à des endroits stratégiques, surveillait le moindre mouvement et était prêt à intervenir si Henri tentait de fuir ou d'attaquer. Claudine, chargée des documents, préparait le dossier accablant qui révélerait les crimes, les fraudes et les manipulations de la famille Delacroix. La confrontation devint inévitable lorsqu'Henri se rendit compte qu'il était encerclé. Il réagit violemment, tentant d'utiliser la force physique et des menaces directes pour reprendre l'avantage. Antoine, cependant, agissait avec précision. Il esquivait les attaques, empruntait des passages secrets et anticipait chacun des mouvements d'Henri. Le combat, bien qu'intense, n'était pas seulement physique. C'était un duel d'intelligence, de stratégie et de maîtrise de soi. Chaque geste comptait et le manoir semblait amplifier le drame. Portes qui claquaient, fenêtres qui grinçaient et ombres projetant des images presque fantomatiques sur les murs. Au moment le plus critique, Antoine parvint à piéger Henri dans une pièce menant à la bibliothèque où les documents irréfutables étaient prêts à être exposés. Il confronta son adversaire, révélant chaque secret et manipulant la situation de telle sorte qu'Henri comprit que la seule issue était d'avouer ses actes ou d'être irrémédiablement démasqué. La transformation d'Antoine était manifeste. D'un jeune homme ambitieux et prudent, il était devenu un stratège affirmé, capable de maîtriser le récit et d'affronter son ennemi avec intelligence et courage. Acculé et vulnérable, Henri finit par céder. Les pièges psychologiques et stratégiques tendus par Antoine fonctionnèrent. Henri avoua ses manipulations, révélant des détails sur d'anciens crimes et des stratagèmes frauduleux qui avaient permis d'assurer la fortune familiale. Chaque aveu était mentalement enregistré par Antoine et consigné par Claudine, garantissant ainsi que la vérité éclate au grand jour. La tension émotionnelle atteignit son paroxysme. L'antagoniste fut vaincu non seulement physiquement, mais aussi moralement et stratégiquement. Pendant ce temps, Étienne accomplissait des tâches cruciales, veiller à ce qu'aucune fausse information ne vienne perturber le processus et garantir la protection des documents qui seraient présentés au moment opportun. Chaque action coordonnée renforçait l'idée que la victoire d'Antoine n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue ascension, d'une stratégie efficace et d'un courage sans faille, développé tout au long du complot. Le manoir, témoin de tant de secrets, semblait enfin se soumettre à la justice incarnée par Antoine. Au point culminant, la vérité éclata. Documents, lettres et preuves irréfutables révélèrent non seulement l'origine de la fortune, mais aussi les crimes et les manipulations qui avaient permis à la famille Delacroix de conserver son pouvoir. Le choc fut intense. Antoine ressentit le poids de la responsabilité, mais aussi la satisfaction de voir la justice et la vérité triompher. L'antagoniste, vaincu et démasqué, n'avait plus aucune possibilité de manipulation ni de fuite. Ce moment marqua également le dénouement partiel des intrigues secondaires. Étienne, reconnu pour sa loyauté, trouva un but plus clair. Claudine, confrontée à son passé douloureux, eut l'opportunité de transformer ses souvenirs traumatiques en actions constructives. Chaque personnage participa activement à la résolution du conflit, conférant à la victoire d'Antoine une dimension collective et renforçant l'idée que surmonter l'adversité n'était pas seulement un exploit individuel, mais dépendait de l'intelligence, du courage et de la collaboration. Le dénouement laissa place à un mélange de soulagement et de tension résiduelle. La bataille était gagnée, mais les échos du passé résonnaient encore dans les couloirs du manoir. Antoine, transformé, contrôlait désormais non seulement la fortune, mais aussi le récit familial, prêt à décider comment utiliser ces informations avec éthique et prudence. Le manoir silencieux semblait approuver le dénouement,
mettant ainsi fin au cycle de manipulation, de peur et de secret qui avait perduré pendant des générations. Henri enfin vaincu et la vérité révélée, l'hôtel particulier Delacroix sembla respirer à nouveau, comme si le poids de siècles de secrets et de manipulations s'était en partie allégé. Antoine, désormais plus mûr et conscient de ses responsabilités, parcourut les couloirs avec un équilibre nouveau. Chaque pièce, chaque portrait, chaque document témoignait de la victoire non seulement sur un adversaire, mais aussi sur les peurs, les doutes et les dilemmes moraux qui l'avaient accompagné tout au long de son parcours. La révélation des vérités familiales eut des conséquences immédiates et durables. Henri, privé de son autorité et de son prestige, dut affronter des répercussions juridiques et sociales, tandis que la fortune et les secrets de famille furent désormais gérés avec prudence et justice. Antoine, intègre et stratège, décida de partager les connaissances acquises avec responsabilité, protégeant ses alliés et veillant à ce que la révélation n'entraîne pas de destructions inutiles. Cet équilibre entre justice et prudence marqua son évolution définitive, le transformant d'un jeune homme ambitieux en un dirigeant conscient de son influence. Les personnages secondaires ont également trouvé une forme d'apaisement. Étienne, dont la loyauté avait été maintes fois mise à l'épreuve, occupait désormais une place claire et respectée au sein du manoir. Claudine, confrontée à ses douloureux souvenirs, a su transformer ses expériences traumatisantes en leçons, devenant ainsi une figure de soutien et de mentorat. Les intrigues secondaires, auparavant intimement liées, ont toutes trouvé leur conclusion, démontrant que chaque action et chaque décision contribuaient à la construction du récit et à la résolution du conflit central. Le manoir, jadis théâtre de mystère et de tension, devint un symbole d'équilibre entre passé et présent. Antoine veilla à la préservation du savoir acquis et fit en sorte que la propriété serve non seulement de patrimoine matériel, mais aussi de témoignage de l'importance du courage, de l'intelligence et de l'éthique. L'atmosphère qui, autrefois, amplifiait la peur et la manipulation, reflétait désormais l'ordre, le soin et le respect de l'histoire familiale. Le protagoniste, contemplant la scène reflétant le clair de lune, comprit que la véritable victoire ne résidait pas seulement dans l'acquisition de la fortune, mais aussi dans l'épanouissement personnel et la capacité de façonner l'avenir avec sagesse. Chaque obstacle, chaque épreuve, chaque confrontation avec Henri avait été autant d'instruments de croissance, forgeant Antoine en un homme capable de prendre des décisions complexes sans succomber à une ambition aveugle ni à la vengeance. Le récit s'est conclu de façon surprenante, captivant le lecteur jusqu'au bout et offrant une résolution satisfaisante aux conflits principaux et aux intrigues secondaires. L'équilibre entre action, stratégie, suspense et développement émotionnel a permis une conclusion cohérente avec le parcours du protagoniste, préservant l'intégrité de l'histoire et ouvrant la voie à des réflexions sur l'éthique, le courage et la justice. L'hôtel particulier au bord de la Seine, les personnages transformés et la vérité enfin révélée marquent la fin du principal arc narratif. Antoine, désormais conscient de son pouvoir et de sa responsabilité, est prêt à affronter l'avenir, préservant ainsi l'héritage et les valeurs nées d'un parcours marqué par le mystère, la tension et des découvertes surprenantes. Des mois après les événements de l'hôtel particulier, Antoine contemplait la scène avec un mélange de nostalgie et de satisfaction. La vérité avait éclaté, les secrets dévoilés et la justice rétablie. Étienne et Claudine occupaient désormais de nouveaux rôles au sein de l'hôtel particulier, chacun transformé par ses épreuves. Henri, humilié et mis à nu, s'était éloigné du cercle familial, incapable de recouvrer son pouvoir perdu. Antoine, plus sage et plus sûr de lui, savait que l'avenir lui réservait encore des défis, mais il était prêt à les affronter. L'hôtel particulier, silencieux et imposant, demeurait le témoin du passé et le symbole du courage, de la stratégie et du dépassement de l'adversité. Si le parcours d'Antoine vous a touché, partagez cette histoire et faites découvrir le manoir Delacroix à d'autres lecteurs.
commentez vos passages préférés, discutez des stratégies et des dilemmes rencontrés par les personnages, et réfléchissez à la façon dont le courage, l'intelligence et l'éthique façonnent notre destin. Suivez nos prochains récits, riches en suspense, en rebondissements et en histoires surprenantes de mystère et de dépassement de soi. Chaque clic, commentaire et partage contribue à perpétuer la tradition des histoires qui interpellent, captivent et inspirent. Rejoignez-nous et embarquez pour cette aventure littéraire.